Pour une expédition de chasse d'anniversaire dans les régions sauvages du Michigan, un couple est parti, mais ils ne sont jamais revenus, disparaissant sans laisser de traces dans la vaste forêt. Puis, 2 ans plus tard, leur chien apparaît soudainement sur le porche, blessé, émacié et porteur d'un secret qui déclencherait une série d'événements révélant un cauchemar impensable. Elizabeth Spence se releva péniblement, grimaçant tandis que ses articulations arthritiques protestaient contre ce mouvement. Le soleil du Michigan frappait ses mains usées alors qu'elle arrachait une autre mauvaise herbe autour de ses plants de tomates. À 72 ans, le travail du jardin semblait devenir plus difficile chaque année, mais elle serait damnée si elle laissait les mauvaises herbes prendre le dessus. Pas après tout le travail qu'elle avait investi dans ce lopin de terre au fil des décennies. Ses doigts, noueux par l'âge et gonflés aux articulations, serrèrent la truelle alors qu'elle s'attaquait à un pissenlit particulièrement tenace. La douleur familière se propageait dans ses poignets et remontait jusqu'à ses coudes. Elle s'arrêta, fléchissant lentement ses doigts, essayant de soulager la raideur qui semblait toujours pire le matin. Encore quelques-uns, marmonna-t-elle pour elle-même, observant la rangée de légumes qui nécessitait encore son attention. Mais le minuteur qu'elle avait réglé dans la cuisine commença à émettre son bip insistant, lui rappelant le rôti qui mijotait sur la cuisinière. Avec un grognement d'effort, elle se leva, une main pressée contre le bas de son dos. La marche vers la maison semblait plus longue qu'avant. Chaque pas sur les escaliers en bois du porche envoyait une douleur lancinante dans ses genoux. Elle avait repoussé ce travail de jardinage pendant des semaines, mais avec Niels, occupé à son travail, et Dean. Elle arrêta cette pensée avant qu'elle ne se forme complètement. 2 ans. 2 ans depuis que Dean et sa femme Jocelyn étaient départis chasser et n'étaient jamais revenus. Elizabeth tendit la main vers la poignée de la porte moustiquaire, pensant déjà aux carottes qu'elle devait ajouter au rôti, quand un mouvement sur le porche attira son attention. Elle se retourna, s'attendant peut-être à un raton laveur ou un chat errant. La truelle tomba de ses doigts, devenue insensible. Là, allongé sur les planches usées du porche, se trouvait un chien. Mais pas n'importe quel chien. Même à travers le pelage emmêlé et sale et la maigreur choquante de son corps, elle le reconnut instantanément. Rufus, le lévrier irlandais de Diane. Elizabeth recula en trébuchant, sa main volant vers sa poitrine où son cœur avait commencé un rythme sauvage et douloureux. « Non », chuchota-t-elle, clignant fortement des yeux. « Non, c'est impossible. » Le chien leva faiblement la tête au son de sa voix. Une de ses pattes avant était enveloppée dans ce qui semblait être un bandage de fortune, taché et sale. Ses côtes se voyaient nettement à travers son pelage, et il y avait une plaie vive et infectée sur son front. Mais ses yeux, ses doux yeux bruns, qui avaient toujours regardé Dean avec tant de dévotion, étaient incontestablement ceux de Rufus. « Mon Dieu » murmura Elizabeth, ses jambes menaçant de céder. Elle s'agrippa à la balustrade du porche, incapable de détourner le regard de la vision impossible devant elle. 2 ans. Le chien avait disparu depuis 2 ans avec Dean et Jocelyn. Les équipes de recherche n'avaient rien trouvé. Ni corps, ni équipement, ni traces d'eux ou de Rufus dans les vastes forêts du Michigan. D'une main tremblante, elle chercha son téléphone dans sa poche, le faisant presque tomber 2 fois avant de réussir à composer le 911. « 911, quelle est votre urgence? » « C'est Elizabeth Spence, » parvint-elle à dire, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai besoin d'agents chez moi immédiatement. Le chien de mon fils vient d'apparaître. Mon fils qui est porté disparu depuis 2 ans. Madame, pouvez-vous répéter? Le chien de Diane Spence, dit-elle plus fermement, bien que sa voix tremblait encore.
Mon fils est l'agent de la DEA, Dine Spence. Il a disparu il y a 2 ans avec sa femme Jocelyn pendant qu'ils chassaient. Leur chien vient d'apparaître sur mon porche. Il est gravement blessé. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un maintenant. Des unités sont en route, Madame Spence. Êtes-vous en sécurité? Y a-t-il quelqu'un d'autre là-bas? Juste moi et le chien. Il peut à peine bouger. Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Où est mon fils? Restez en ligne avec moi, madame. Les officiers seront là sous peu. Elisabeth s'affaissa sur les marches du porche, gardant les yeux fixés sur Rufus. La queue du chien donna un faible coup contre les planches, comme s'il la reconnaissait aussi. Elle voulait aller vers lui, le réconforter, mais ses jambes refusaient de coopérer. Tout ce qu'elle pouvait faire était de le fixer et de murmurer. « Où est Zane, mon garçon? Où est mon fils? » Le hurlement des sirènes se fit plus fort, et en quelques minutes, 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent dans son allée. Les officiers Morrison et Bradley, elle les reconnaissait tous les 2. Ils avaient fait partie des premières recherches lorsque Zane avait disparu. « Madame Spence », dit doucement l'officier Morrison, s'approchant lentement. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le chien. « Bon sang, est-ce vraiment? » « C'est Rufus », confirma Elisabeth, les larmes coulant maintenant sur son visage. « C'est le chien de Dine. » L'officier Bradley était déjà sur sa radio, appelant des unités supplémentaires et un vétérinaire. Morrison s'agenouilla près du chien, en prenant soin de ne pas l'effrayer. « Hé, mon gars, tu as eu des moments difficiles, n'est-ce pas? » Il leva les yeux vers Elisabeth. « Nous devons lui procurer des soins médicaux immédiatement. Et nous devrons vous emmener au poste, Madame Spence. Les détectives voudront vous parler tout de suite. » « Mais qu'en est-il des recherches? Si Rufus est vivant, peut-être que Dean. »« Nous nous occuperons de tout, » la rassura Morrison. « Concentrons-nous d'abord sur votre sécurité et celle du chien. » D'autres véhicules arrivèrent. Une camionnette de contrôle des animaux avec un vétérinaire, 2 autres voitures de patrouille et un véhicule de détective banalisé. Elisabeth observa, abasourdie, tandis que la vétérinaire, une jeune femme aux mains douces, examinait soigneusement Rufus, là où il était allongé. Malnutrition sévère, déshydratation, murmura la vétérinaire. Cette blessure sur sa tête est infectée. La patte, quelqu'un a essayé de la bander, mais ça fait un moment. Nous devons l'emmener à la clinique, immédiatement. Ils chargèrent Ben Rufus sur une civière spéciale, le chien gémissant doucement, mais trop faible pour résister. Elisabeth se retrouva à l'arrière de la voiture de patrouille de l'officier Morrison, en route vers le poste. Son esprit bouillonnait de questions. Comment Rufus avait-il survécu 2 ans dans la nature? Qui avait bandé sa patte? Et surtout, qu'était-il arrivé à Dean et Jocelyn? Le bâtiment familier du poste de police apparut, mais tout semblait irréel, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Des officiers lui tinrent bien les portes, la guidant vers une salle d'entretien confortable. Pas les salles d'interrogatoire austères qu'elle avait vues à la télévision, mais un espace plus doux avec des chaises rembourrées et une cafetière dans le coin. « Madame Spence, je suis la détective Walsh », se présenta une femme dans la quarantaine. « Je sais que tout ceci doit être bouleversant. Puis-je vous offrir de l'eau, du café? »« Où est le chien? » demanda Elisabeth. « J'ai besoin de savoir qu'on s'occupe de lui. Le docteur Hernandez, de la clinique vétérinaire d'urgence, est avec lui maintenant. Elle nous tiendra informés dès que possible. Pour l'instant, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. » D'autres personnes entrèrent. Des détectives qu'elle reconnaissait du département de Dean à la DEA, des gens en uniforme qui connaissaient Dan son fils. La petite pièce se remplit de visages préoccupés.
Elisabeth raconta comment elle avait trouvé Rufus, sa voix devenant plus assurée au fil de son récit. Les détectives prenaient des notes, posaient des questions précises. Quand avait-elle vu le chien pour la dernière fois avant aujourd'hui? Dans quel état était-il alors? Avait-elle remarqué quelque chose d'inhabituel autour de sa propriété récemment? Le bandage sur sa patte, dit pensivement la détective Walsh. Ce n'est pas quelque chose qu'un chien pourrait se faire lui-même. Quelqu'un l'a aidé. Alors quelqu'un l'a vu, dit Elisabeth avec urgence. Quelqu'un sait quelque chose. Nous mobilisons déjà des équipes de recherche, l'assura un autre détective. Nous commencerons à partir de votre propriété et nous étendrons suivant toute piste que le chien aurait pu laisser. Le docteur Hernandez arriva alors, toujours en tenue paf médicale. « Il est stable », annonça-t-elle, et Elisabeth s'affaissa de soulagement. « Il est sous sédation pour l'instant, pendant que nous traitons ses blessures et effectuons quelques tests. Il a traversé l'enfer, pardonnez mon langage, mais c'est un combattant. Quelqu'un lui a définitivement fourni des soins médicaux à un moment donné, mais pas récemment. Ce bandage date d'au moins quelques semaines. « Quand pourrais-je le voir ?» demanda Elisabeth. « Laissez-lui quelques heures pour se reposer. Je vous l'amènerai dès qu'il sera prêt. » La vétérinaire fit une pause. « Madame Spence, c'est un chien très résistant. Quoi qu'il se soit passé là-bas, il s'est battu pour revenir. » Elisabeth acquiesça, de nouvelles larmes coulant. Rufus était revenu. Mais où était son fils? La salle d'entretien au poste était devenue chaude avec tant de corps entassés à l'intérieur. Elisabeth était assise au centre de tout cela, répondant aux questions du groupe grandissant d'officiers et de détectives. La nouvelle s'était répandue rapidement dans le département. Le chien de Jane Spence était revenu après 2 ans. « Madame Spence, réfléchissez bien », insista doucement la détective Walsh. Dans les jours précédant le départ à la chasse de Dean et Jocelyn, a-t-il mentionné quelque chose d'inhabituel? Des inquiétudes concernant son travail, des menaces qu'il aurait reçues? Elisabeth secoua lentement la tête. Rien. Il était enthousiaste à propos du voyage. Il le planifiait depuis des mois, leur voyage de chasse pour leur anniversaire. Il disait que les bois du Nord était bien à parfait à cette période de l'année pour le cerf. La porte s'ouvrit et 3 autres officiers entrèrent, dont le lieutenant Marcus Hayes de la DEA. Elisabeth le reconnut des événements départementaux auxquels elle avait assisté avec Dean. « Elisabeth, » dit Hayes, le visage grave, « je suis désolé que vous traversiez cette épreuve. Nous allons faire tout notre possible pour trouver des réponses. » Il se tourna vers les autres. « J'ai demandé à notre équipe technique de rassembler tous les dossiers de Dean des 2 mois précédant sa disparition. Si quelqu'un l'a ciblé, il pourrait y avoir un lien. » Un autre officier, qu'Elisabeth ne reconnaissait pas, s'avança. Il était plus jeune, peut-être dans la mi-trentaine, avec des yeux bleus perçants et des cheveux châtains clairs coupés courts. « Madame Spence, je suis l'officier Dimitri Volkov. J'ai travaillé sur quelques opérations conjointes avec Dean. C'est un homme bien. » La conversation continua, les théories fusant de part et d'autre. La tête d'Elisabeth commençait à battre. Elle était au poste depuis plus de 3 heures maintenant, et l'adrénaline qui l'avait portée à travers le choc initial s'estompait. Son arthrite s'intensifiait terriblement, ses articulations se raidissant après être restées dans la même position. « Je pense que Madame Spence en a assez pour l'instant, » dit soudainement l'officier Volkov, remarquant son inconfort. « Peut-être que quelqu'un devrait la ramener chez elle. Elle a besoin de repos, et nous devons de toute façon coordonner les équipes de recherche. » La détective Walsh acquiesça. « Il a raison, Elisabeth. Nous continuerons à travailler ici. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour rester avec vous? » « Mon autre fils, Niels. Mais il est au travail à Détroit. Il lui faudra quelques heures pour arriver ici. »« Je peux vous reconduire chez vous, »
proposa l'officier Volkov. M'assurer que vous êtes installé en sécurité. Cela avait été un choc énorme. Elisabeth accepta avec gratitude. Sa propre voiture était toujours chez elle, et elle n'était pas sûre de pouvoir conduire de toute façon avec ses mains qui tremblaient comme elle le faisait. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Hernandez appela avec une mise à jour. Rufus est au stable, mais toujours sous sédation. Je veux le surveiller encore quelques heures, m'assurer qu'il n'y a pas de complications suite au traitement. Serait-ce acceptable si je l'amène chez vous ce soir? J'aimerais vérifier sa réaction quand il se réveillera complètement, voir comment il réagit dans un environnement familier. Oui, s'il vous plaît, dit immédiatement Elisabeth. Il devrait être à la maison. Le trajet de retour vers sa maison semblait irréel. L'officier Volkov maintenait un doux flot de conversation, s'informant sur son jardin, ses années dans la communauté. Il semblait sincèrement gentil. Il l'aida à sortir de la voiture à leur arrivée, s'assurant qu'elle avait ses clés. Les équipes de recherche travailleront toute la nuit, l'assura-t-il alors qu'il marchait vers sa porte. Tous les officiers disponibles sont appelés. Nous trouverons des réponses, Madame Spence. À l'intérieur, Elisabeth s'affaissa dans son fauteuil préféré, celui où elle s'asseyait pour regarder Dean et Niels jouer quand ils étaient enfants. L'officier Volkov vérifia les fenêtres, la porte arrière, s'assurant que tout était sécurisé. « Souhaitez-vous que j'attende l'arrivée de votre fils ?» proposa-t-il. « Non, vous avez été très gentil. Je vais bien. » Elle fit une pause. « Officier Volkov, pensez-vous vraiment, est-ce que Dean pourrait encore être en vie? » Quelque chose passa sur son visage. De l'inquiétude, de la sympathie. C'était parti avant qu'elle ne puisse l'identifier. Si quelqu'un pouvait survivre là-bas, ce serait Dean. Il connaissait ces bois mieux que la plupart. Le bruit d'une voiture dans l'allée les interrompit. Elisabeth regarda dehors pour voir la camionnette de Niels arriver à toute vitesse, projetant du gravier. Son fils cadet sortit du véhicule, avant même qu'il ne soit complètement arrêté, se précipitant vers la maison. « Maman !» Niels fit irruption par la porte, l'enveloppant immédiatement dans une étreinte prudente. À 38 ans, il était l'opposé de son frère aîné à bien des égards. Là où Dean était calculé et méthodique, Niels était impulsif et émotif. « Je suis désolé de ne pas avoir pu arriver plus tôt. La circulation était un cauchemar, et mon patron était un vrai. » Il remarqua l'officier Volkov et s'arrêta. « Désolé, je suis Niels Spence. Officier Dimitri Volkov. » Ils se serrèrent la main. « Je m'assurais juste que votre mère rentre chez elle en toute sécurité. » « Est-ce vrai? Rufus est vraiment revenu? Il est à la clinique vétérinaire, » expliqua Elisabeth. « Le docteur Hernandez va l'amener bientôt. Il est en mauvais état, mais vivant. » Niels passa ses mains dans ses cheveux, un geste si évocateur de son père que le cœur d'Elisabeth se serra. « Mon Dieu, 2 ans! Comment est-ce même possible? » « C'est ce que nous essayons de déterminer, » dit l'officier Volkov. « Je devrais retourner au poste aider à coordonner les efforts de recherche. » Il se tourna vers Elisabeth. « Vous avez ma carte. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous vous souvenez de détails qui pourraient nous aider. »« Merci de m'avoir accompagné, » dit Elisabeth. « Vous avez été très gentil. » Volkov descendait juste du porche quand un autre véhicule tourna dans l'allée. Une camionnette, avec service vétérinaire d'urgence inscrit sur le côté. Le docteur Hernandez était au volant. « Timing parfait !» appela la vétérinaire, descendant de la camionnette. « Il commence à se réveiller. J'aurai besoin d'aide pour le faire entrer. » L'officier Volkov fit immédiatement demi-tour. « Je vais aider. » Ils ouvrirent les portes arrière de la camionnette pour révéler Rufus sur une civière spéciale rembourrée.
Les yeux du chien étaient ouverts, mais encore vitreux à cause de la sédation. Sa tête se souleva légèrement au son des voix. « Doucement, mon garçon », apaisa le docteur Hernandez. À l'instant où le regard de Rufus se posa sur l'officier Volkov, le chien explosa en mouvement. Malgré son état affaibli, il grogna, ses lèvres se retroussant pour montrer ses dents, son corps se tendant contre les sangles de la civière. « Wow, du calme !» s'exclama Hernandez, posant une main ferme mais douce sur Rufus. Volkov recula immédiatement, levant les mains. « Je ne sais pas ce qui lui prend. Il est peut-être encore désorienté par la sédation. » Elisabeth échangea un regard inquiet avec Niels. « Il n'a jamais agi comme ça avant, » murmura-t-elle. « C'est étrange, » médita le docteur Hernandez. « Il a besoin de repos, et je veux le surveiller encore quelques heures. Madame Spence, avez-vous encore son lit? Des objets familiers l'aideront. » « C'est exactement comme ils l'ont laissé, » dit doucement Elisabeth. « Je ne pouvais pas supporter de changer quoi que ce soit. » Alors qu'ils portèrent soigneusement Rufus dans la maison, Elisabeth ne pouvait pas se défaire de l'image de la réaction du chien face à l'officier Volkov. Durant toutes les années où Rufus avait fait partie de leur famille, elle ne l'avait jamais vu agir aussi agressivement envers qui que ce soit. Le docteur Hernandez partit 1 heure plus tard, satisfaite que Rufus soit suffisamment stable pour rester sous les soins d'Elisabeth. Le chien était maintenant allongé sur son ancien lit dans le coin du salon, le même endroit où il montait toujours la garde quand Dean et Jocelyn venaient en visite. Sa respiration était régulière, mais laborieuse, ses côtes visibles à chaque montée et descente de sa poitrine. Niels était assis en face de sa mère, à la table de la cuisine, 2 tasses de café refroidissant entre eux. Le rituel familier de partager un café semblait étrange dans ces circonstances. La même table où ils s'étaient réunis pour d'innombrables repas familiaux, maintenant lourde de craintes non exprimées. « Il aimait ce chien plus que tout, » dit doucement Niels, regardant Rufus dormir. « Tu te souviens quand il l'a ramené à la maison pour la première fois? Jocelyn était si furieuse. Tu ne m'as pas dit qu'il serait de la taille d'un petit cheval. » Elisabeth réussit un faible sourire. Mais elle est tombée amoureuse de lui tout aussi vite. Elle lui glissait des friandises quand elle pensait que Dean ne regardait pas. Dean savait toujours, ajouta Niels. Il faisait semblant de ne pas voir. Ils retombèrent dans le silence. L'arthrite d'Elisabeth agissait plus fortement que d'habitude, le stress rendant ses articulations comme si elles étaient pleines de verre pilé. Elle frottait distraitement ses jointures enflées. « Maman, cette réaction envers l'officier tout à l'heure, » commença Niels. « Je sais, c'était étrange. Dean disait toujours que Rufus pouvait lire les gens mieux que n'importe quelle personne. Tu te souviens de cette fois avec l'entrepreneur qui a essayé de leur surfacturer la réparation de la terrasse? Rufus ne voulait pas le laisser entrer dans la maison. Et Dean avait raison de ne pas lui faire confiance, se rappela Elisabeth. On a découvert plus tard qu'il avait arnaqué des propriétaires âgés dans tout le comté. Le téléphone sonna, les faisant sursauter tous les deux. Le cœur d'Elisabeth bondit. Chaque appel portait maintenant le poids de la possibilité. Elle répondit d'une main tremblante. « Madame Spence, c'est la détective Walsh. Je voulais vous tenir au courant de nos efforts de recherche. » Elisabeth mit le téléphone sur haut-parleur pour que Niels puisse entendre. « Nous avons des équipes dans la forêt depuis cet après-midi. Nous avons pu localiser ce que nous pensons être les traces de Rufus menant des profondeurs des bois vers des zones peuplées. Les unités K9 ont suivi la piste sur plusieurs kilomètres. Et... » Niels se pencha en avant. La voix de Walsh était soigneusement neutre. « La piste est ancienne, Madame Spence. Des jours, peut-être des semaines. Elle semble serpenter significativement,
le schéma que vous attendriez d'un animal qui cherche de la nourriture, chasse, survit par lui-même. Nous l'avons perdu à plusieurs traversées de ruisseaux. Mais quelqu'un a bandé sa patte, protesta Élisabeth. Quelqu'un l'a aidé? Oui, c'est inhabituel. Nous explorons la possibilité qu'un chasseur ou un randonneur l'ait croisé à un moment donné et lui ait fourni des premiers secours de base. Mais honnêtement, Madame Spence, ce bandage est rudimentaire. Il pourrait être là depuis assez longtemps. Dans cette nature sauvage, il n'est pas rare que des gens aident les animaux blessés qu'ils croisent sans le signaler. Qu'essayez-vous de dire? La voix de Niels avait un ton tranchant. La détective Walsh soupira audiblement. Selon ce que nous voyons, l'état du chien, la piste sinueuse, le délai, notre théorie de travail est que Rufus a survécu dans la nature ces 2 dernières années. Les chiens sont remarquablement adaptables, surtout une race aussi robuste qu'un lévrier irlandais. Il aurait été capable de chasser du petit gibier, de trouver des sources d'eau. Vous pensez que mon fils est mort? Les mots d'Élisabeth étaient de plat. Ce n'était pas une question. Madame Spence, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Mais 2 ans dans ces bois, sans observation confirmée, sans preuve de camp ou d'abri, au-delà de ce que nous avons trouvé lors des premières recherches, le scénario le plus probable était que Dean et Jocelyn aient rencontré une sorte d'accident. Une chute, peut-être, ou la faune sauvage. Le chien a survécu parce que c'est un chien. Ils sont conçus pour la survie d'une manière que les humains ne sont pas. Ce sont des conneries, lança Niels. Mon frère était de la DEA. Il était formé pour les situations de survie. Il connaissait ces bois comme sa poche. Je comprends votre frustration. Non, vous ne comprenez pas. Vous les abandonnez sur la base de quelques heures de recherche et de quelques traces de chiens. Monsieur Spence, nous n'abandonnons personne. La recherche continuera. Nous aurons des équipes là-bas pendant des jours, peut-être des semaines. Nous fouillerons chaque grotte, chaque ravin, chaque abri possible. Mais je voulais être honnête avec vous sur ce que nous trouvons jusqu'à présent. Élisabeth ferma les yeux. Merci pour la mise à jour, détective. Nous appellerons immédiatement si quelque chose change. Essayez de vous reposer. Après qu'elle eut raccroché, Niels frappa du poing sur la table. Ils abandonnent déjà, tout comme il y a 2 ans. Ils ont cherché pendant des mois à l'époque, lui rappela doucement Élisabeth. Pas assez. Dean ne mourrait pas simplement là-bas. Et même si quelque chose s'était produit, il y aurait des preuves. Les corps ne disparaissent pas comme ça. Les animaux... Élisabeth ne put terminer la phrase. Non. Niels se leva brusquement. Je n'accepte pas ça. Regarde Rufus. Il est revenu. Il a retrouvé son chemin après 2 ans. Ce chien ne quitterait pas Dean, sauf s'il n'avait pas le choix. Il s'arrêta, sa colère s'apaisant légèrement. Sauf s'il n'avait pas le choix. Ils regardèrent tous deux le chien endormi. Même dans le repos, le visage de Rufus montrait des signes de son épreuve. Des cicatrices qui n'étaient pas là avant. Un morceau manquant à une oreille, cette terrible blessure sur sa tête. Encore à vif, malgré le traitement du vétérinaire. « Que s'est-il passé là-bas, mon garçon ?» murmura Élisabeth. « Où est mon fils ?» Les yeux de Rufus s'ouvrirent légèrement au son de sa voix, sa queue donnant un seul faible coup avant qu'il ne retombe dans le sommeil. « Le bandage signifie que quelqu'un l'a aidé, » dit fermement Niels. « Quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. La police doit juste chercher plus attentivement. » Les accidents arrivent, de Niels, même aux personnes expérimentées. Rappelle-toi ce garde forestier l'année dernière qui... Arrête! Niels se retourna pour lui faire face. Ne compare pas Dean à un randonneur quelconque. Il connaissait ces bois mieux que quiconque.
Il chassait là-bas depuis ses 12 ans. Jamais il n'aurait mis Jocelyn en danger. Je le sais. Vraiment? Parce que tu es assise là, à écouter les théories de cette détective comme si elles signifiaient quelque chose. Comme si Dean et Jocelyn avaient juste... Quoi? Chuté d'une falaise, été mangés par des ours, sans laisser de traces. Elisabeth tressaillit devant ces images brutales. Les équipes de recherche. Les équipes de recherche ont abandonné après 3 mois, tout comme elles abandonnent maintenant. Niels passa ses mains dans ses cheveux de frustration. Il voit Rufus et pense « Oh, le chien a survécu dans la nature pendant 2 ans. Les humains doivent être morts. » Mais qu'en est-il du bandage, maman? Qu'en est-il du fait que Rufus soit rentré à la maison? Il n'aurait pas quitté Dean, à moins que quelque chose ne l'y ait forcé. Ou à moins que Dean ne lui ait dit de le faire, dit doucement Elisabeth. Cela arrêta Niels dans sa marche. Il regarda Rufus, toujours endormi d'un sommeil agité sur son lit. « Tu penses que d'un bain blanc que Dean l'a envoyé chercher de l'aide? » La voix de Niels avait baissé. Je ne sais plus quoi penser. Les épaules d'Elisabeth s'affaissèrent. Je veux croire qu'ils sont vivants. Dieu sait que je le veux, mais 2 ans, Niels. Pas de demande de rançon, pas de corps, pas de camp, pas de signe. Peut-être que la police a raison. Peut-être que quelque chose de terrible est arrivé et que Rufus était le seul survivant. Non. La mâchoire de Niels se serra, d'une manière qui rappelait douloureusement son père à Elisabeth. Je n'accepte pas ça, pas sans preuve. Il se dirigea vers le couloir menant au garage. Elisabeth l'entendit fouiller, du métal s'entrechoquant. « Que fais-tu? » Niels réapparut, portant son fusil de chasse et le vieux sac de camping de Dean. « Ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Je retourne là-bas. »« Niels, il fait presque nuit. J'ai des lampes et du matériel de camping. » Il vérifiait déjà le fusil, chargeant des munitions dans ses poches. J'ai cherché pendant des semaines après leur disparition, mais peut-être que j'ai manqué quelque chose. Peut-être que les choses ont changé. Si Rufus a retrouvé son chemin maintenant, après tout ce temps, quelque chose a provoqué cela. La police cherche. La police fait semblant. Ils ont déjà décidé que Dean et Jocelyn sont morts. Il sortit une tente, un sac de couchage, des tablettes de purification d'eau. Pas moi. Elisabeth se leva, ses genoux arthritiques protestant. Attends au moins jusqu'au matin. Va avec les équipes de rotation, de recherche. Pour qu'ils me disent où je peux et ne peux pas chercher. Non, merci. Il trouva le GPS de Dean, vérifiant les piles. Je commencerai là où ils ont disparu, et j'élargirai dans des schémas différents de la dernière fois. Si quelqu'un a aidé Rufus, il pourrait y avoir des cabanes ou des camps que nous avons manqués. Niels, s'il te plaît, je ne peux pas te perdre aussi. Il s'arrêta alors, voyant la peur dans les yeux de sa mère. Son expression s'adoucit légèrement. Tu ne me perdras pas. Je donnerai des nouvelles par téléphone satellite toutes les 12 heures. Mais je dois faire ça, maman. Je ne peux pas rester assis ici pendant qu'ils abandonnent Dean. Elisabeth connaissait ce regard déterminé. Elle l'avait vu chez son père, chez Dean et maintenant chez Niels. Il serait impossible de le dissuader. « Sois prudent », murmura-t-elle. « Je le serai. » Il l'enlaça brièvement, puis se dirigea vers la porte. « Prends soin de Rufus. Peut-être que, quand il sera plus fort, il pourra nous montrer quelque chose. » La police a dit que la piste s'était refroidie. La police a suivi une seule piste. Rufus a peut-être emprunté différents chemins au cours des 2 années. Il pourrait y avoir d'autres signes. Il mit le sac sur son épaule, fusil en main. « Je trouverai quelque chose, maman. Quoi qu'il se soit passé là-bas, je découvrirai la vérité. » Elisabeth regarda depuis la porte. Niels chargeait sa camionnette, chaque mouvement empreint de détermination. Elle voulait l'arrêter,
garder son fils restant en sécurité, mais elle comprenait son besoin d'agir. Ne pas savoir était sa propre forme de torture. Alors que les feux arrière de la camionnette disparaissaient dans l'obscurité grandissante, Elisabeth ferma la porte et retourna auprès de Rufus. Les yeux du chien étaient maintenant ouverts, la regardant avec une tristesse ancienne. « Il va les chercher », dit-elle inutilement au chien. « Tout comme toi, je suppose. » Rufus gémit doucement, son regard se déplaçant vers la porte, comme s'il regardait lui aussi Niels partir. Elisabeth s'installa dans son fauteuil, une main posée sur la tête du chien. Quels que soient les secrets que ces bois détenaient, elle priait pour qu'ils les révélent enfin. La maison semblait trop silencieuse sans Niels. Elisabeth était assise dans son fauteuil à côté du lit de Rufus, les seuls sons étant le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir et la respiration laborieuse du chien. Il était maintenant plus de 10 heures, les fenêtres comme des miroirs sombres, reflétant la chaude lumière des lampes du salon. « Tu te souviens, tous ces dîners du dimanche, toi sous la table, espérant des restes. Jocelyn te glissait toujours des morceaux de rôti quand elle pensait que je ne regardais pas. » Sa voix se brisa. « Il me manque tellement. Je me demande sans cesse, reverrai-je un jour mon garçon? Franchira-t-il cette porte comme tu l'as fait? » Elle savait qu'elle était morose, à parler à un chien de ses peurs, mais à qui d'autre pouvait-elle se confier? Niels était parti dans ces bois sombres, chassant des ombres et de l'espoir. Son arthrite était trop douloureuse ce soir pour appeler sa sœur en Floride. Tenir le téléphone aussi longtemps serait une agonie. Alors elle restait assise avec Rufus, 2 survivants montant la garde ensemble. « La police pense qu'ils sont partis, » murmura-t-elle. « Ils pensent qu'ils demandent que tu as vécu sauvagement tout ce temps, que Dean et Jocelyn ont eu un accident. Mais tu ne l'aurais pas quitté, n'est-ce pas? Pas à moins que tu n'y sois forcé, pas à moins qu'il ne t'ait dit de partir. » Un coup sec à la porte brisa le silence. Le cœur d'Elisabeth bondit. Niels avait dû changer d'avis, décider d'attendre jusqu'au matin après tout. Elle se leva péniblement du fauteuil, ses articulations protestant, et se traîna jusqu'à la porte d'entrée. À travers le judas, elle fut surprise de voir l'officier Volkov debout sur son porche, son uniforme impeccable malgré l'heure tardive. Il tenait ce qui semblait être une chemise en papier manila. Elisabeth ouvrit la porte à moitié. « Officier Volkov, il est un peu tard. »« Je m'excuse, Madame Spence, » dit-il, et il semblait vraiment désolé. « Je sais qu'il est plus de 10 heures, mais j'ai parcouru d'anciens dossiers au poste, recoupant certains travaux de Dean à la DEA, avec des rapports de personnes disparues ces dernières années. Je pense avoir trouvé quelque chose, une piste peut-être. Il y a des connexions que j'aimerais vous montrer, avoir votre avis. J'allais attendre jusqu'au matin, mais j'ai vu que vos lumières étaient encore allumées, et j'ai pensé que vous voudriez savoir immédiatement s'il y avait de nouvelles informations. » « Bien sûr, oui, entrez. » Au moment où elle commençait à ouvrir la porte plus largement, Rufus explosa dans une frénésie d'aboiements. Malgré son état affaibli, il se mit péniblement sur ses pattes, les lèvres retroussées en grognement, son attention focalisée comme un laser sur l'officier Volkov. « Rufus, non !» s'exclama Elisabeth, se retournant vers le chien, choquée par l'intensité de sa réaction. « Arrête ça !» Mais Rufus continuait sa démonstration agressive, essayant même de bondir en avant malgré ses blessures. Ses aboiements étaient si forts qu'ils faisaient de mal aux oreilles d'Elisabeth. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle à Volkov, qui avait reculé d'un pas de l'entrée. « Je ne sais pas ce qui lui prend. Depuis qu'il est revenu, il agit si étrangement. »« Ce n'est rien, » dit Volkov, bien qu'Elisabeth remarquât qu'il gardait sa main près de son arme de service. Le traumatisme peut changer significativement le comportement d'un animal.
Laissez-moi le mettre dans sa cage. Juste un moment. Il fallut un effort considérable pour mettre Rufus dans la grande cage métallique qu'il gardait dans le coin du salon. Il lutta contre elle tout du long, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, et continua à grogner, même après qu'elle eut verrouillé la porte. « Silence maintenant, » dit-elle fermement. « Ça suffit. L'officier Volkov essaie de nous aider. » Elle retourna à la porte d'entrée, embarrassée et agitée. « Je suis vraiment désolé pour ça. S'il vous plaît, entrez. Voulez-vous du café? Je viens d'en faire une cafetière fraîche. » « Ce serait merveilleux, » répondit Volkov, entrant dans le salon. Ses yeux scannèrent immédiatement la pièce. « Ça doit être difficile d'être ici seul avec tout ce qui s'est passé. » Niels était là plus tôt, mais il est parti fouiller les bois lui-même. Il ne pouvait pas attendre le matin. Elisabeth le conduisit vers la cuisine, notant que les aboiements de Rufus s'étaient transformés en un grognement bas et continu. Il est convaincu que la police n'en fait pas assez. La famille ressent souvent cela, dit Volkov la suivant. C'est naturel de vouloir agir, de sentir qu'on fait quelque chose. Oui, je suppose. Maintenant, vous disiez avoir trouvé des connexions dans d'anciens dossiers? Elisabeth venait juste de se tourner pour lui demander de s'asseoir à la table de la cuisine, quand elle sentit quelque chose de doux se presser contre son visage. L'odeur chimique, âcre, frappa ses narines une fraction de seconde avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait. Un chiffon sur sa bouche et son nez. Du chloroforme lui souffla inutilement son esprit, tandis qu'elle essayait de se débattre. Mais Volkov était plus fort, plus jeune et avait l'élément de surprise. Un bras s'enroula autour de sa taille, la maintenant contre lui, tandis que l'autre gardait fermement le chiffon en place. Les mains arthritiques d'Elisabeth griffèrent faiblement son bras, mais déjà les bords de sa vision s'assombrissaient. « Je suis désolé pour ça », l'entendit-elle dire, sa voix semblant très lointaine. « Mais votre fils a rendu cela nécessaire. » Ses jambes cédèrent. La cuisine bascula sur le côté. À travers l'obscurité grandissante, elle pouvait entendre Rufus devenir absolument fou dans sa cage, aboyant, grognant et se jetant contre les parois métalliques. « Il essayait de me prévenir, » pensa-t-elle confusément. Il savait. Il essayait de me le dire. La dernière chose qu'elle entendit, avant que l'obscurité ne la réclame complètement, fut les aboiements désespérés de Rufus et le bruit de son corps heurtant le sol de la cuisine. La conscience revint lentement, apportant avec elle un mal de tête lancinant et le goût de produits chimiques dans sa bouche. Les yeux d'Elisabeth s'ouvrirent sur un éclairage fluorescent brutal et du béton. Elle était assise sur un sol froid, le dos contre quelque chose de dur. Quand elle essaya de bouger, elle réalisa que ses mains étaient attachées derrière elle. « Ah, vous êtes réveillé ?» L'officier Volkov se tenait à quelques pas, n'étant plus l'officier serviable et concerné d'avant. Son uniforme avait disparu, remplacé par des vêtements civils sombres. Le masque amical était complètement tombé, révélant un calcul froid dans ses yeux bleus. « Pourquoi ?» La voix d'Elisabeth sortit comme un croassement. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que votre fils ne pouvait pas se tenir tranquille, » répondit Volkov pragmatique. « Il a dû jouer au héros, a dû envoyer ce foutu chien chercher de l'aide. » L'esprit d'Elisabeth luttait pour traiter cette information. « Vous voulez dire que Dean est vivant? » « Pour l'instant. » Volkov sortit son téléphone, tapant rapidement quelque chose. Bien que cela puisse changer selon la coopération de chacun. Deux hommes entrèrent par une porte métallique qu'Elisabeth n'avait pas remarquée. Ils étaient imposants, à l'allure rude, avec le genre de visage qui avait connu la violence et ne s'en souciait pas. Ils parlèrent rapidement à Volkov dans ce qu'Elisabeth reconnut comme du russe, bien qu'elle ne pût comprendre les mots. Leur ton était colérique, agressif. Volkov répondit dans la même langue,
faisant des gestes vers Élisabeth. L'un des hommes cracha sur le sol et dit quelque chose qui ressemblait à une malédiction. « Relevez-la », dit Volkov en anglais. « L'heure des retrouvailles familiales. » Les deux hommes hissèrent Élisabeth sur ses pieds, ignorant son cri de douleur, tandis que ses articulations arthritiques protestaient. Ses épaules hurlaient, tandis qu'il la traînait à moitié à travers l'entrepôt. Elle essayait de saisir des détails, des étagères métalliques, des conteneurs d'expédition, l'odeur d'huile de moteur et de rouille. Ils étaient là quelque part dans une zone industrielle, mais elle n'avait aucune idée où. Ils passèrent bien par une autre porte dans un espace d'entrepôt connecté. Celui-ci était plus sombre, avec seulement quelques ampoules au plafond fournissant une faible lumière. Volkov les conduisit vers ce qui ressemblait à une salle de stockage, cloisonnée avec du contreplaqué, créant une cellule rudimentaire. Il sortit une clé et déverrouilla un cadenas sur la porte. « Votre fils est notre invité depuis un certain temps, Madame Spence. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous voir. » La porte s'ouvrit, et les genoux d'Élisabeth faillirent céder. Là, dans le coin de la petite pièce, se trouvait une silhouette qui ressemblait à peine à son fils. Dean était squelettique. Sa carrure, autrefois forte, réduite à de la peau tendue sur des os. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, sa barbe négligée. Il était attaché à un poteau de soutien avec de lourdes chaînes, allongé sur un matelas crasseux. Ses vêtements, si on pouvait encore les appeler ainsi, n'étaient là que des haillons, mais c'étaient ses yeux qui lui brisaient le cœur. Ses yeux bruns, familiers, si semblables à ceux de son père, maintenant creux et hantés. L'un des criminels s'approcha et donna un coup de pied au poteau, le bruit métallique résonnant dans l'espace. Dean se réveilla en sursaut, essayant instinctivement de se recroqueviller sur lui-même avant de voir qui se tenait devant lui. « Maman !» Sa voix était à peine un murmure, l'incrédulité et l'horreur se disputant sur son visage émacié. « Non, 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 non. » Dean, Élisabeth essaya de se diriger vers lui, mais les hommes la retinrent. « Tu vois ce qui arrive quand tu prends des décisions stupides ?» dit l'un des criminels en anglais fortement accentué. « Tu envoies tel chien chercher de l'aide. Maintenant ta mère paye le prix aussi. » Dean lutta contre ses chaînes, le peu de force qui lui restait, allant dans cet effort futile. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle n'a rien à voir avec ça. Je vous dirai tout ce que vous voulez. Je vous donnais toutes les informations. »« Tu nous as déjà donné tout ce qui était utile, » interrompit Volkov. « Ta mère est ici parce que tu ne pouvais pas simplement accepter ta situation. Tu as dû essayer d'être malin en envoyant ce cabot au loin. S'il vous plaît, » la voix de Dean se brisa. « Elle a 72 ans. Elle a de l'arthrite. Elle a besoin de médicaments. Vous ne pouvez pas. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, » dit le second criminel. « Tu aurais dû penser aux conséquences avant. » Élisabeth retrouva enfin sa voix. « Dean, où est Jocelyn? » Le regard qui traversa le visage de son fils lui dit tout. Ses yeux se remplirent de larmes, et il secoua lentement la tête. « Je suis désolé, maman, » murmura Dean. « Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. »« Touchant, » dit sèchement Volkov. « Mais nous n'avons pas le temps pour les retrouvailles. Venez. » Il traîna Élisabeth hors de la pièce, les supplications désespérées de Dean les suivant. « Maman, maman, je suis désolé. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. » La lourde porte se referma, coupant sa voix. Les criminels parlèrent à nouveau en russe, gesticulant et semblant se disputer à propos de quelque chose. Finalement, Volkov acquiesça et se tourna vers Élisabeth. « Vous serez gardés séparément. On ne peut pas vous laisser comploter ensemble. » Il l'emmena dans une autre partie de l'entrepôt, vers un conteneur d'expédition qui avait été modifié en une autre cellule de fortune.
À l'intérieur ne se trouvait qu'un poteau fixé au sol. Volkov sortit des attaches de zip et l'attacha au poteau. La position, envoyant immédiatement du feu à travers ses articulations arthritiques. « S'il vous plaît, » murmura Elisabeth. « J'ai besoin de quelque chose pour m'asseoir correctement. Un matelas, un coussin, n'importe quoi, mon arthrite. »« Pas mon problème, » répondit froidement Volkov. « Ton fils n'aurait pas dû envoyer le chien chercher de l'aide s'il se souciait de ton confort. »« Combien de temps ?» parvint-elle à dire. « Depuis combien de temps l'avez-vous » Volkov s'arrêta à la porte du conteneur. « 2 ans, à peu près. Ton fils a été très utile pour nos opérations. Les renseignements de la DEA sont assez précieux dans certains cercles. Vous l'avez forcé à vous donner des informations. Forcer est un mauvais mot. Disons que nous avons fourni la motivation appropriée. D'abord avec sa femme, puis avec le chien. Il était beaucoup plus coopératif après que nous lui avons montré ce qui arrive à ceux qui résistent. » Les implications frappèrent Elisabeth comme un coup physique. « Vous êtes un officier de police ?» dit-elle, bien que cela semblât stupide, même à ses oreilles. « Je suis un homme d'affaires », corrigea Volkov. « Être policier fournit juste une excellente couverture et un accès. » L'officier Volkov avait la main sur la porte du conteneur quand il se figea. Le son était reconnaissable. Plusieurs véhicules s'approchant rapidement, pneus hurlant sur le gravier. Sa main vola vers la radio à sa ceinture. Il parla rapidement en russe, sa voix serrée d'urgence. La réponse qui crépita en retour était paniquée, la voix à l'autre bout criant. Même sans comprendre la langue, Elisabeth pouvait entendre la peur. À travers les parois minces du conteneur, elle entendit des portières de voitures claquer. Beaucoup d'entre elles. Puis une voix qu'elle reconnut. La détective Walsh, sur un mégaphone. « C'est la police. Nous avons encerclé le bâtiment. Sortez les mains en l'air. » Volkov se tourna vers Elisabeth, son visage tordu de rage. Il sortit son arme de service, un Glock qui semblait incroyablement grand et noir dans la faible lumière. « Ton fils a attiré ça, » siffla-t-il, se précipitant vers elle. « Tout ceci est de sa faute. » Il saisit les attaches zip, la maintenant au poteau, les coupant brutalement avec un couteau. Elisabeth cria, alors que ses poignets arthritiques, maintenus dans une position trop longtemps, hurlaient de protestation. Mais Volkov s'en fichait. Il la tira sur ses pieds, la fit pivoter et pressa le pistolet contre sa tempe. « Bouge », ordonna-t-il, l'utilisant comme bouclier, alors qu'il la poussait vers la porte du conteneur. À l'extérieur du conteneur, l'entrepôt avait éclaté dans le chaos. Elisabeth pouvait entendre les Russes se crier dessus, le raclement de caisses étant poussé en position défensive. Quelqu'un criait des ordres en anglais accentué. Volkov la traîna à travers l'entrepôt, gardant son corps entre lui et l'entrée principale. Les jambes d'Elisabeth tremblaient, ses articulations en feu, mais le pistolet contre sa tête la faisait avancer. Il passait sous une poutre de soutien en bois quand une balle perdue la frappa, les arrosant tous deux d'éclats. Volkov se baissa instinctivement, son emprise sur Elisabeth se relâchant juste un instant. C'était suffisant. Elisabeth se tordit sur le côté, son corps protestant, mais l'adrénaline lui donnant une force qu'elle ne savait pas encore posséder. Elle trébucha, tomba et roula derrière un chariot élévateur. « Bon sang !» cria Volkov. Il regarda entre elle et sa voix d'évasion, prit une décision en une fraction de seconde et s'enfuit. Elisabeth resta allongée, haletante, derrière le chariot élévateur, des éclats dans ses cheveux, tout son corps tremblant. Les coups de feu s'intensifiaient. Elle pouvait entendre les officiers crier « Bougez, bougez, bougez !» et « Contact à gauche !» Dzin. Elle devait rejoindre Dzin. Luttant contre la douleur, elle commença à ramper sur le sol en béton.
Ses genoux hurlaient, ses mains saignaient à cause de la surface rugueuse, mais elle continua. La cellule en contreplaqué n'était pas loin. Elle pouvait la voir à travers le chaos, cette pièce d'angle improvisée où son fils était enchaîné. D'autres coups de feu éclatèrent, près de ce qui semblait être une entrée arrière. Quelqu'un criait en russe, du verre se brisa, une grenade assourdissante explosa quelque part à sa droite, la concussion faisant bourdonner ses oreilles à davantage. Elle atteignit le coin, rampa autour, et la porte était toujours ouverte, depuis qu'il l'avait amenée voir Dean. Elle poussa la porte. Dean était là, essayant de se redresser sur son matelas crasseux, les chaînes cliquetant. Ses yeux creusés s'agrandirent quand il la vit. « Maman, baisse-toi » chuchota-t-il avec urgence. « Mets-toi derrière quelque chose de solide. » Élisabeth rampa vers lui, restant au ras du sol. D'autres coups de feu éclatèrent, plus proches maintenant. Elle pouvait entendre les commandements tactiques de l'équipe SWAT. « Jetez vos armes, main derrière le dos !» Les ordres étaient encriés maintenant en anglais, dirigés vers quelqu'un à proximité. Des voix russes répondirent avec défi. 3 coups de feu rapides, le tir contrôlé d'agents de police entraînés, puis 2 de plus. Quelqu'un commença à hurler en russe, le son plein de douleur et de peur. Un autre tir l'interrompit brusquement. Puis, soudainement, le silence. Ce genre de silence qui résonne dans vos oreilles après le chaos. Élisabeth atteignit Dean, ses articulations arthritiques brûlant après avoir rampé sur le béton. Il tendit ses bras enchaînés vers elle, aussi loin que les chaînes le permettaient. « Je suis désolé, maman, c'est ma faute. Ils t'ont prise parce que j'ai... »« Chut !» dit Élisabeth, prenant son visage entre ses mains, sentant les os saillants sous une peau parcheminée. « Rien de tout cela n'est ta faute. » Des pas approchèrent rapidement. Plusieurs paires, des bottes tactiques sur le béton. « Police, quelqu'un ici. » La voix était américaine, professionnelle mais urgente. « Ici !» appela Élisabeth, sa voix se brisant. « Nous sommes ici, nous avons besoin d'aide. » Plusieurs officiers se précipitèrent, armes dégainées mais pointées vers le bas. Ils balayèrent cinglent la pièce professionnellement, vérifiant les coins. Et puis, derrière eux, « Maman !» Niels se frayait un chemin parmi les officiers, son fusil de chasse en bandoulière. « Maman, oh mon Dieu !» Il s'arrêta net quand il vit clairement Dean pour la première fois. Son frère, le fort agent de la DEA qui lui avait appris à chasser, qui avait toujours été plus grand que nature, réduit à cette figure squelettique enchaînée comme un animal. « Bon sang !» souffla Niels. « Dean est sécurisé maintenant », dit l'officier en chef, déjà sur sa radio. « Les suspects sont neutralisés, ou en garde à vue. Nous avons besoin de coupe-boulons ici. » Un autre officier criait « Nous avons besoin de médecins ici, maintenant. Nous avons des victimes, une en état critique. » Niels tomba à genoux à côté de son frère, son visage un masque de choc et de rage. Dean parvint à esquisser un fantôme de son ancien sourire. « Hé, petit frère, tu as l'air en forme. »« Ne plaisante pas, mec. » La voix de Niels se brisa. « Pas maintenant, pas après. » Il ne put finir. Les ambulanciers se précipitèrent avec leur équipement et une civière. Ils se mirent immédiatement au travail, vérifiant les signes vitaux de Dean, commençant une perfusion. L'un d'eux sortit des coupe-boulons et commença à travailler sur les chaînes. Alors qu'il le libérait du poteau, Dean serra la main d'Élisabeth avec le peu de force qu'il avait. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ils ont tué Jocelyn, maman. Il y a 14 mois. » Sa voix se brisa. Elle a essayé de s'échapper. Et ils l'ont abattue, m'ont fait regarder. Ils ont dit que c'était ma faute pour ne pas avoir coopéré assez vite.
Élisabeth serra sa main plus fort, ses propres larmes coulant librement. Niels fit un son comme un animal blessé. « Nous devons le déplacer », dit l'un des ambulanciers. « Il a besoin de soins médicaux immédiats. » Ils soulevèrent Dean avec précaution sur la civière. Il ne pesait presque rien. Élisabeth se leva péniblement, Niels immédiatement là pour la soutenir. Ensemble, ils suivirent Dean dans la civière, hors de cette pièce infernale. L'entrepôt était une zone de guerre. Des trous de balles criblaient les murs, des douilles usées jonchèrent le sol. Des officiers étaient là partout, certains dégageant encore des pièces, d'autres montant la garde devant des suspects. Ils émergèrent dans l'air nocturne. Quand était-ce devenu la nuit? Combien de temps avait-elle été dans ce conteneur? Élisabeth halta devant la scène, des véhicules de police partout, leurs lumières peignant tout en rouge et bleu. Des ambulances en attente, 3 Russes à genoux, les mains attachées dans le dos, des officiers montant la garde. Des corps gisaient sous des draps blancs, le sang suintant à travers. Et là, à l'arrière d'une voiture de patrouille, se trouvait l'officier Dimitri Volkov. Son visage était ensanglanté. Il avait été plaqué au sol pendant sa tentative de fuite. Élisabeth l'apprendrait plus tard. Il regardait droit devant lui, ne croisant le regard de personne. « Madame, nous devons vous examiner aussi », dit un ambulancier, s'approchant d'Élisabeth. Mais elle ne pouvait détacher son regard de Dean, tandis qu'il le chargeait dans l'ambulance. 2 ans. Son fils avait été détenu dans cet entrepôt pendant 2 ans, à quelques kilomètres de chez eux. Les cauchemars étaient terminés, mais la guérison venait de commencer. Élisabeth se tenait devant la fenêtre vitrée de l'USI, sa paume pressée contre la surface froide. Elle n'arrivait toujours pas à réconcilier la figure squelettique dans le lit d'hôpital avec son fils. Dean avait toujours été fort, solide, 1,80 m de muscles entraînés et de confiance. La chose allongée là-dedans ressemblait à un survivant de camp de concentration. « Madame Spence », le docteur Kumar s'approcha, son expression grave. « Je voulais vous tenir au courant de l'état de votre fils. » Niels les rejoignit, son bras autour des épaules de sa mère. Ils avaient tous deux été examinés et libérés. Les blessures d'Élisabeth étaient mineures, bien que son arthrite s'intensifiait terriblement à cause du stress et des mauvais traitements. « Il est gravement sous-alimenté », commença le docteur Kumar, consultant sa tablette. « Son poids corporel est à 60% de ce qu'il devrait être. Nous voyons des signes de syndrome de renutrition, donc nous devons être très prudents avec l'alimentation. Une déshydratation sévère a endommagé ses reins. Nous surveillons cela de près. Est-ce qu'il... Élisabeth ne put finir. Oui, mais nous observons des plaies infectées, particulièrement aux poignets et aux chevilles à cause des chaînes. L'atrophie musculaire est sévère. Même s'il récupère, il aura besoin de mois de physiothérapie pour marcher correctement à nouveau. Les articulations d'Élisabeth hurlaient, alors qu'elle changeait de position, mais elle les ignora. Sa douleur n'était rien comparée à ce que Dean avait enduré. « Il y a des personnes ici qui ont besoin de lui parler », ajouta le docteur Kumar à contre-cœur. « FBI, ils disent que c'est urgent. » À travers la vitre, Élisabeth regarda 2 agents en costume sombre entrer dans la chambre de Dean. Ils étaient doux, professionnels, mais elle pouvait voir l'urgence dans leurs mouvements. Quoi que Dean sache, c'était important. Elle et des Niels furent autorisés à entrer pour le soutenir pendant l'entretien. La voix de Dean était à peine un murmure, et il devait se reposer fréquemment, mais son esprit était vif. Les détails qu'il révéla firent glacer le sang d'Élisabeth. L'entrepôt était une plaque tournante, articula Dean. Opération de contrebande, drogue, armes, parfois des personnes, route depuis le Canada, utilisant des chemins de traverse
des propriétés privées. Ils avaient des agents des frontières sur leur liste de paix. Combien d'officiers étaient impliqués? Demanda l'agent Martinez, enregistrant tout. J'en ai vu peut-être 12 différents sur 2 ans. Volkov était le contact principal. Mais il y en avait plus. Il parlait d'autres. Dean ferma les yeux, se concentrant. Numéro de badge. J'ai mémorisé les numéros de badge quand je pouvais les voir. Il récita une série de numéros. Le partenaire de l'agent Martinez était déjà au téléphone, relayant l'information. L'opération encouragea doucement Martinez. Argent du cartel. Cartel mexicain associé à la mafia russe. Des millions investis. Ils avaient besoin de renseignements de la DEA. Horaire des patrouilles, raids prévus, quelle route nous surveillions. La main squelettique de Dean se serra. J'ai résisté pendant 3 mois. Puis, ils ont amené Jocelyn dans ma cellule. Ils ont dit qu'il lui ferait du mal si je ne coopérais pas. Elisabeth serra son autre main, sentant les os à travers la peau parcheminée. Je leur ai d'abord donné des renseignements obsolètes. J'ai dit des choses qui n'auraient pas d'importance. Mais ils l'ont découvert. Des larmes coulèrent des yeux enfoncés de Dean. 14 mois plus tard, Jocelyn s'est rebellée, a saisi une arme de l'un d'eux pendant le repas. Elle a couru vers la porte. Sa voix se brisa. Niels émit un son de pure rage. Ils l'ont abattu devant moi. On dit que c'était ma faute. Ils ont dit que si j'avais juste coopéré. Dean ne put continuer pendant un moment. Après ça, ils ont utilisé Rufus. Chaque fois que j'hésitais, chaque fois que j'essayais de leur donner de fausses informations, ils lui faisaient du mal. Brûlure, coupure, coup. Cette blessure sur sa tête, c'était d'il y a 2 semaines, quand j'ai essayé de refuser à nouveau. Mais vous l'avez fait sortir, dit l'agent Martinez. Il m'a fallu des mois pour dégager une ouverture, trop petite pour moi. Mais Rufus pouvait s'y faufiler. Je savais qu'il trouverait son chemin vers la maison. Il connaît chaque sentier entre ici et la maison de maman. Comment les avez-vous convaincus d'amener le chien jusqu'à vous? Je leur ai dit que j'étais mourant, que je leur donnerais tout. Emplacement des planques, identité des agents infiltrés, mais seulement si je pouvais dire au revoir à mon chien d'abord. Ils m'ont cru, parce que j'avais déjà l'air mort. L'ombre d'un sourire. Volkov a toujours sous-estimé l'intelligence de Rufus. L'entretien se poursuivit pendant encore 22 minutes, Dean fournissant chaque détail dont il pouvait se souvenir. Plaque d'immatriculation vue, nom mentionné en passant. Les agents du FBI semblèrent plus sombres à chaque révélation. Ce n'était pas juste un enlèvement. C'était une affaire de corruption massive qui s'étendait à plusieurs agences de force de l'ordre. Finalement, le docteur Kumar intervint. Il a besoin de repos. Alors que les agents partaient, l'un d'eux se retourna. « Monsieur Spence, nous avons déjà arrêté 8 officiers suite au raid. Vos informations nous aideront à avoir les autres. Vous avez sauvé beaucoup de vies. » Dean ferma les yeux. Je n'ai pas pu sauver celle qui comptait le plus. Un coup à la porte interrompit le lourd silence. Le docteur Hernandez, la vétérinaire, se tenait là avec une silhouette familière. « J'ai obtenu une permission spéciale, » dit-elle doucement. Quelqu'un voulait voir son papa. Rufus entra en boitant dans la chambre, sa queue remuant malgré ses blessures. Le chien, qui était trop faible pour tenir debout correctement quelques heures auparavant, avait trouvé une nouvelle force. Il s'approcha du lit avec précaution, comme s'il comprenait combien Dean était fragile. « Hé, mon grand !» murmura Dean, sa main squelettique se tendant. Rufus posa doucement sa tête sur le lit, positionné de façon à ce que Dean puisse le toucher sans se fatiguer. Les yeux du chien ne quittèrent jamais le visage de son maître. « Bon chien », souffla Dean. « Si bon chien,
Tu l'as fait. Tu as trouvé de l'aide. L'homme et le chien pleuraient tous deux. Les larmes de Dean silencieuses, celles de Rufus sortant comme de doux gémissements. Le chien plaça soigneusement une patte sur le lit. Maintenant le contact. L'agent Martinez apparut dans l'encadrement de la porte une fois de plus. « Madame Spence, je pensais que vous devriez savoir. Nous avons trouvé des restes à l'entrepôt. 3 corps jusqu'à présent. Votre fils avait raison concernant les meurtres et nous attendons d'autres arrestations d'ici 1 heure. » Elisabeth acquiesça, incapable de parler. La justice arrivait, mais elle ne pouvait pas ramener Jocelyn ou défaire 2 ans de torture. Alors que la pièce se vidait, ne laissant que la famille, Niels s'approcha du lit de son frère. « Papa serait fier, » dit-il doucement. « Tu n'as jamais abandonné. Tu as survécu et tu as ramené Rufus à la maison. » Les yeux de Dean trouvèrent son frère. « Je leur ai donné des informations. Des gens sont peut-être morts à cause de ce que je leur ai dit. »« Tu as été torturé pendant 2 ans, » dit fermement Niels. « Tu as vu ta femme assassinée. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Personne ne pourrait te blâmer pour ça. » Elisabeth pensa à Jocelyn, vibrante, rieuse. Jocelyn qui aimait randonner et les mauvais films d'action et qui regardait Dean comme s'il avait décroché la lune. Parti à cause de la cupidité et de la corruption. Les larmes revinrent, silencieuses et douloureuses. « J'ai tout mémorisé ?» murmura Dean, son énergie faiblissant. Chaque visage, chaque nom, chaque détail. Pour elle, ils vont payer pour ce qu'ils lui ont fait. « Repose-toi maintenant, » dit Elisabeth, caressant son front autour des perfusions et des moniteurs. « Repose-toi simplement. » Le docteur Kumar revint. « Il a besoin de dormir. Vous pouvez rester, mais s'il vous plaît, laissez-le se reposer. » La famille s'installa pour sa veille. Niels dans une chaise inconfortable, Elisabeth dans un fauteuil inclinable qu'une infirmière avait apporté pour ses articulations arthritiques. Rufus, enroulé sur une couverture au sol, positionné de manière à pouvoir voir Dean, refusant de quitter son poste. La chambre était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs et de la respiration de Dean. Elisabeth s'adossa, préparée pour la longue veille à venir. Son fils était rentré, abîmé, endeuillé, mais rentré. Ils affronteraient ensemble ce qui viendrait ensuite, la convalescence, les procès, le long voyage de retour de l'enfer. Pour l'instant, c'était suffisant de s'asseoir dans cette chambre stérile et de regarder son fils respirer. Chaque montée et descente de sa poitrine était une petite victoire, un défi à ceux qui avaient essayé de le briser. Ils avaient survécu. Ils avaient survécu. Sous-titrage ST501